C'est quoi ton taf ? Je suis dirigeant, manager, entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton taf ? Le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers qu'on pense connaître, mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lola Bordier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle pour comprendre un métier de l'intérieur. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors c'est quoi ton taf ? Alors, mon travail, c'est responsable de secteur. Okay. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça en dit pas très long sur ce que je fais, à part que je suis en charge d'un secteur géographique. Et pour parler plus concrètement, je suis commercial. Donc, je suis responsable du développement commercial dans une société qui s'appelle Serenis Consulting et qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la gestion des taxes immobilières. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, etc. Alors, le travail de commercial, c'est de gérer différents aspects, notamment quand on fait du développement commercial. C'est notamment mettre en relation des partenaires soit existants, donc on fait de l'entretien de comptes dans ce cas-là, ou alors aller chercher des prospects, des nouveaux clients pour notre société et leur proposer notre offre de service qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas forcément, parce qu'on travaille sur un métier qui est un petit peu particulier. On est dans l'optimisation, la vérification de toutes les taxes qui sont en lien avec l'immobilier justement. Ok, donc simplement, si tu pourrais m'expliquer un peu avec des mots simples, en fait, concrètement, c'est quoi et comment vous allez opérer, comment vous allez aider vos clients tout simplement. Alors, le métier de commercial, concrètement, c'est vendre. C'est vrai que on a un petit peu des tabous, notamment en France, à dire qu'on est commercial parce qu'on a un peu la vision. Le cliché, alors t'as peut-être pas la référence, mais à mon époque on disait Jean-Claude Convenant. C'était un monsieur dans une série qui s'appelait Caméra Café, qui avait des cheveux gominés, une voiture rouge de sport très criarde. On a parfois un petit peu l'idée du commercial justement qui va être le pied dans la porte, qui va nous harceler, qui va essayer de nous soutirer de l'argent. Donc on a un petit peu de mal à dire en France qu'on est commercial parce que il y a aussi ce tabou par rapport à l'argent. Mais concrètement, nous ce qu'on propose, c'est justement de mettre en relation ces personnes qui ont des projets, notamment là dans le cas de figure immobilier, avec nos départements d'audit qui vont les accompagner pour vérifier qu'ils ont payé le juste montant des taxes sur différents projets. Donc c'est soit ils ont des projets de construction et à ce titre-là, ils ont déposé un permis de construire. Donc ça peut être par exemple ici à Rennes School of Business, vous avez pour projet de construire un nouveau campus pour répondre à la demande des étudiants qui arrivent de plus en plus nombreux et avoir cette capacité d'accueil. Et derrière, vous allez avoir toute une phase de construction du projet qui va être avec des architectes de dessiner les plans. Après, vous allez avoir des maîtres d'ouvrage qui vont faire les constructions à proprement parler. Et en fait, dans tout cet écosystème-là, nous, on va être un petit peu la cinquième roue du carrosse, les personnes à qui on pense pas trop, mais qui malheureusement sont intéressantes de contacter lorsque vous recevez des taxes à payer. Lorsqu'il y a un permis de construire et un projet immobilier qui est né, l'administration fiscale vient récupérer sa part du gâteau entre guillemets. Et nous, notre mission, c'est un peu particulier, ça devrait pas exister sur le papier, c'est de s'assurer que les montants qui ont été appelés sont les bons. Parce que ça peut paraître assez surprenant. C'était mon cas de figure quand je suis arrivé dans l'entreprise en me disant à un moment donné on me dit de payer des impôts. C'est peut-être un peu saugrenu qu'il y ait une erreur derrière. Enfin, je me dis, il y a des personnes qui sont payées pour faire le calcul. Et non, en fait, pour tout un tas de raisons, alors que ce soit des erreurs humaines, que ce soit des erreurs d'information qui sont pas partagées par tout le monde, peut y avoir des erreurs, et notamment la défaveur de nos clients. Donc nous, on est là pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et s'assurer que ils n'ont pas été lésés, notamment surimposés, et voir s'il n'y a pas des sommes qui ont été trop perçues et qu'on peut les accompagner à les récupérer. Donc c'est une façon de faire la vente qui est assez intéressante dans la mesure où on fait pas perdre d'argent à nos clients, même si lorsqu'ils achètent une solution, en général, ils ont un problème, une demande. Là, en l'occurrence, on leur propose d'en récupérer. Donc, sur le discours, ça peut être aussi plutôt bien vu par les temps qui courent. Mais du coup, souvent, c'est des gros projets. Donc, est-ce que c'est seulement du B2B ou est-ce qu'il y a un peu du B2C avec des particuliers qui construisent une maison ou des trucs comme ça ou pas du tout ? Non, on fait effectivement que du B2B. T'as raison de m'interpeller là-dessus. On travaille uniquement. Alors c'est très varié et c'est ce qui fait aussi la richesse de mon métier. On peut travailler majoritairement avec des promoteurs immobiliers.
Alors ça peut être des grands noms comme Bouygues, ça peut être Nexity, etc., qui eux développent sur le territoire beaucoup de projets immobiliers et à ce titre-là font des résidences étudiantes, font du logement, etc. Donc ils déposent beaucoup de permis de construire, mais ça peut être aussi parfois une petite association qui va faire un local, un EHPAD, une résidence service senior, ce genre de choses-là. Donc en fait, et c'est ce qui fait aussi un petit peu notre force, on va dire, c'est qu'on n'est pas sectorisé, mais qu'on va s'adresser un petit peu à tout le monde. Et moi, ça m'amène à discuter effectivement avec des responsables de programme qui travaillent chez des promoteurs, mais ça peut être aussi parfois un peu plus surprenant. Ça peut être le trésorier qui est bénévole dans une association, la banque alimentaire du Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Ça peut être, par exemple, un couvent avec des sœurs. Donc qui vivent cloîtrés à côté d'une église, mais qui ont aussi un patrimoine immobilier justement à travers des hôpitaux. Enfin, c'est vraiment très très varié. Ok, donc comme ça a l'air d'être très très varié, à quoi ressemblent tes missions journalières ou même à la semaine? À quoi ça va ressembler ton quotidien? Parce que ça a l'air d'être hyper vaste, hyper varié. Ouais, effectivement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a plein de gens qui ont des permis de construire ou qui ont des maisons, ou qui ont des bâtiments. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé aussi d'un métier, d'une structure qui s'appelle les foncières. Les foncières, c'est en général des structures qui détiennent beaucoup de patrimoine, notamment immobilier, et qui ont pour but de le faire fructifier, par exemple, pour des investisseurs, et de faire en sorte que les coûts soient le plus optimisés possible pour que ce soit le plus rentable pour eux. Donc on peut se dire, il y a énormément de personnes à adresser, et je sais pas trop par quel bout prendre mon métier. Parce que moi, mon métier, faut pas oublier que c'est effectivement d'aller voir des clients qui vont aussi nous rapporter de l'argent. On reviendra un petit peu plus tard sur le modèle économique parce qu'il y a des subtilités aussi dessus. Donc effectivement, ce qui est, on va dire, très important dans le métier de commercial, c'est de savoir prioriser un petit peu ses tâches. Donc avoir des objectifs. Donc ça se fait en concertation avec son manager pour justement obtenir les résultats et puis ramener suffisamment de chiffre d'affaires pour faire tourner la boutique, si j'ose dire. Et il faut prioriser un petit peu son quotidien. Chez un commercial, c'est assez classique dans la mesure où il va y avoir des phases de prospection. Okay. Donc la prospection, ça consiste à aller adresser des personnes qui ne nous connaissent pas pour leur faire connaître notre offre de service. Et pour savoir à qui aller parler, il faut faire un travail d'identification sur le marché. Et pour ça, j'ai à ma disposition plein d'outils différents. Ça peut être parfois des annuaires. Ça peut être des fédérations, ça peut être les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Et ça va me permettre d'identifier les bons interlocuteurs au sein d'une structure qui vont me permettre justement derrière de prendre un rendez-vous. Parce que le nerf de la guerre derrière, ça va être aussi pour alimenter dans cette phase de prospection le tunnel de vente. Il faut prendre des rendez-vous justement avec ces gens-là qui ne nous connaissent pas, leur dire pourquoi est-ce qu'on les contacte, ce qu'on peut leur apporter. Donc il faut susciter derrière une envie, une demande pour se rencontrer et leur montrer qu'on a une réelle proposition de valeur à leur fournir. Donc ça, quand on a fait la prise de rendez-vous, on va rentrer dans toute la phase de qualification du prospect, de ses besoins notamment. Donc c'est là que c'est important d'être beaucoup à l'écoute et de savoir reprioriser les choses en direct. Et puis par la suite, on va rentrer dans une phase de négociation. Parfois, on va pas avoir un seul interlocuteur. On est dans une vente qui va être un peu plus complexe que bonjour, je veux prendre votre produit, merci, ça coûte tant, et puis on achète et on se quitte. Parfois, il va y avoir plusieurs interlocuteurs à mettre dans la boucle, donc il va falloir essayer de réfléchir un peu comment est-ce qu'on va conduire sa vente jusqu'à la phase de closing, donc c'est la conclusion, où on va faire une offre commerciale et puis soit nouer un partenariat et avancer ensemble, soit il n'y a pas d'accord commercial possible et puis là on va abandonner l'affaire et puis on va repartir sur des cycles de prospection, etc., etc. Ouais. Justement, ça me permet de rebondir, mais la prospection, comment ça se passe? Comment tu m'expliquais que il y avait LinkedIn, il y a plein d'autres moyens de faire, de faire un peu du repérage, si je puis dire. Ouais. Comment tu décides? Est-ce que tu dois demander à quelqu'un, est-ce que je le contacte bien, à ton manager par exemple? Qu'est-ce qui fait que tu vas t'engager vraiment et aller contacter telle personne? C'est une bonne question. La prospection, ça peut faire peur au début. Je pense que c'est ce qui fait encore aujourd'hui peur à beaucoup de commerciaux, notamment par téléphone. C'est ce qu'on appelle, avec le terme technique, le cold calling. C'est la prospection à froid et notamment avec un canal de communication qui est direct. Quand tu vas appeler une personne, c'est rare que tu aies ses coordonnées directement et elle te connaît pas au bout du fil. Donc, soit tu passes par un standard téléphonique parce que tu sais justement que dans cette entreprise,
tu as identifié via LinkedIn le décideur, ça va être un gestionnaire de patrimoine, ça va être un directeur des affaires financières. Tu veux parler à cette personne parce que ça te semble être le bon interlocuteur. Évidemment, tu vas pas t'adresser de la même façon à un directeur d'affaires financières qu'à un bénévole d'une association. Il va falloir adapter ton discours en fonction de ta cible. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que quand tu es commercial et que tu commences un peu à dérouler un script, ça peut être un peu répétitif, tu peux un peu passer pour un robot, etc. Donc, s'adapter déjà à sa cible, son discours, et très vite lui dire pourquoi tu l'appelles et en quoi ça peut être intéressant pour lui de prendre un rendez-vous et d'aller peut-être un peu plus loin. Comment est-ce que tu priorises un peu tout ça ? Eh ben, il y a une part de feeling. Chaque commercial a un petit peu sa méthode préférée. Il y en a qui vont beaucoup passer par le mail. C'est un petit peu aujourd'hui la tendance. Mais dans le même temps, tu vas pouvoir traiter des volumes importants. Ça va dépendre aussi du service que tu proposes, tu vois. Moi, j'ai pas, entre guillemets, le luxe de pouvoir adresser la terre entière. En fait, il y a des structures qui vont déposer un permis de construire tous les 10 ans. Donc, j'ai une fenêtre de tir, elle va être très restreinte. Donc, à moi d'avoir un sourcing, une qualification justement qui va être qualitative en amont. Donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est tout aussi important que la phase de prise de contact, la préparation en amont, parce que tu vas pas avoir 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Donc, à toi de montrer au client que tu respectes son temps en ayant bien fait tes devoirs, en t'étant renseigné sur sa structure, sur qui est décideur dans l'entreprise, pourquoi est-ce que ta solution elle peut lui apporter des bénéfices, notamment financiers, et que derrière, ça suscite sa curiosité. Et une fois que tu as suscité sa curiosité, que tu as suscité son intérêt pour qu'il travaille avec toi. Ok. Donc, comment toi, t'as élaboré un peu ton pitch de vente, si on peut dire ça comme ça? Est-ce que tu l'as appris sur le tas? Ou est-ce que t'avais déjà eu grâce à tes études, déjà des bases, ou comment ça se passe? Enfin, je pense qu'on apprend beaucoup sur le tas, mais... Ouais, effectivement. C'est un métier où il y a quand même une inconnue, c'est l'humain, c'est l'être humain. On sait pas qui on va avoir parfois au bout du téléphone, même si on s'est renseigné avant. Peut-être que la personne a quitté son poste et c'est une nouvelle personne, donc on est pris un petit peu de cours. Donc il faut être un petit peu réactif, il faut s'être préparé à tout ça, et ça passe notamment effectivement par le pitch. Alors aujourd'hui, on est tous un petit peu amenés à s'intéresser à cet aspect-là pitch. Parce que il y a beaucoup de startups, notamment de plus en plus dans le paysage français, où on a l'image des fondateurs qui incarnent la marque et qui derrière ont besoin justement d'avoir un discours structuré, impactant, pour pouvoir convaincre notamment des investisseurs. On est tous un peu plus acculturés dans nos générations à ça, mais au début, c'est pas un exercice qui est forcément très naturel. Donc, moi, le conseil que j'aurais à donner, celui que j'ai suivi, c'est d'avoir un script. Alors, certes, c'est un petit peu scolaire et ça peut être un peu moins naturel, mais ça permet déjà de poser un cadre et pas trop s'en écarter, parce que quand on travaille notamment au téléphone en direct ou ce genre de choses, on peut vite s'écarter du pitch, notamment quand on est confronté à des objections. Ça, c'est des grands freins dans le métier de commercial, c'est de vouloir défendre bec et ongle sa solution et de passer un petit peu à côté de l'objectif qui est, dans un premier temps, pas de faire la vente, pas de faire le rendez-vous au bout du téléphone, mais de prendre un rendez-vous pour justement poser le cadre et après derrière avoir une conduite de rendez-vous qui te permettent de convertir tes prospects en clients. Quand tu parles de script, t'entends quoi par ça en fait? Tu prends tout simplement ton ordinateur, tu vas taper un pitch commercial en essayant d'être le plus impactant possible, en disant bonjour, aujourd'hui je suis Quentin de Ceranis Consulting, est-ce que vous avez un instant à m'accorder? C'est très important aussi de montrer à la personne qu'on a en face qu'on valorise son temps et qu'on l'appelle au bon moment. Il y a certaines personnes qui vont s'obstiner à se dire tiens, ça fait 10 fois que j'essaie d'appeler cette personne. Aujourd'hui, avec les IA, on est confronté à beaucoup de sollicitations, notamment par le téléphone. Il faut avoir les personnes au bout du fil au bon moment où elles sont un peu disponibles en termes d'écoute. Et après, pour faire le pitch, il faut lui montrer que tu maîtrises ton sujet, tu t'es un petit peu renseigné sur ce que fait la boîte. Donc, j'ai vu que vous étiez par exemple directeur administratif et financier de telle entreprise. J'ai notamment vu que vous aviez une construction, tel permis de construire. En 2 mots, est-ce que vous nous connaissez? Oui, non. Concrètement, ce qu'on se propose de faire, c'est d'étudier que les taxes que vous avez reçues sur ce permis de construire sont correctes. Parce que ça peut paraître surprenant. L'administration fiscale fait parfois mal son travail et vous surimpose. Et ça peut être intéressant là de balancer une preuve de concept, entre guillemets, enfin un élément factuel comme un chiffre, en disant pour vous donner un petit peu de recul, nous, c'est
un dossier sur 3 qui est concerné par anomalie, et ça peut représenter très vite plusieurs milliers d'euros. On a des raisons de penser que peut-être vous puissiez être concerné, donc ce sera un petit peu l'objet d'un rendez-vous de déterminer ça. Est-ce que vous avez justement un créneau dans votre agenda au mois de février? Et là, la personne va vous dire je suis déjà accompagné d'une solution, ça marche bien, non merci. Ouais. Donc le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dire vous travaillez avec qui, est-ce que ça se passe bien, etc. Faut pas perdre de vue dans un premier temps que l'idée c'est pas de faire la vente tout de suite maintenant, parce que vous avez très peu de chances que ça aboutisse, mais de prendre un rendez-vous pour justement comprendre un peu quel est le problème, quel peut être le besoin, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les choses qui peuvent exister. Donc ça peut être intéressant d'avoir des questions ouvertes pour justement avoir un rendez-vous et derrière susciter l'intérêt et puis dérouler sa vente. Justement, face à l'objection, comment on réagit quand on nous dit non merci, je suis pas intéressé? Est-ce qu'on dit très bien, bonne journée et on raccroche, ou est-ce qu'on cherche à aller un peu plus loin? Enfin, comment on réagit face à l'objection? C'est pas toujours évident au début de réagir aux objections, donc ça encore une fois il faut le préparer. Parce que les objections, on se rend compte que parfois c'est des fausses objections. On va dire j'ai pas le temps. On dit ok, très bien. Il faut toujours valider l'objection qu'on vient de recevoir et essayer de voir si c'est un problème d'agenda, si c'est un problème financier, est-ce que c'est un problème d'interlocuteur. On n'est pas en train de parler à la bonne personne et en fait il va pas être intéressé parce que derrière lui ça va pas lui changer son quotidien. Donc après il faut se mettre des limites, il faut respecter un petit peu le temps des gens. Nous on a pour habitude d'avoir au bout de 3 noms on lâche l'affaire, mais il y a beaucoup trop de commerciaux en fait qui se découragent dès la première objection en essayant soit de défendre leur solution en disant tant pis, je vais passer au suivant quoi. Comme nous on travaille avec des contraintes, notamment sur le fait qu'on n'a pas énormément de personnes à adresser parce que tous les ans il y a un certain nombre de permis de construire qui vont sortir. Il faut essayer un maximum de faire parler la personne derrière pour savoir quel est le fondement de l'objection. Donc tout ça, il faut le préparer en fait parce que c'est les mêmes objections qui reviennent le plus souvent. Si c'est un problème de temps, ok, très bien, je comprends que c'est pas le bon moment pour en discuter. À quel moment est-ce que ce serait le bon moment pour vous? Là, je suis en pleine clôture de compte jusqu'au mois de mai, je suis dans un tunnel, c'est pas possible de me parler. Rappelez-moi au mois de juin. Donc là, au mois de juin, peut-être que la personne serait un peu plus disposée à parler parce que c'était une contrainte d'agenda, mais pas forcément d'intérêt. Ou alors, je suis pas le bon interlocuteur. Moi, je m'occupe pas de ces taxes-là. Je m'occupe plutôt de ça. Ok. À ce moment-là, quelle personne est-ce que je peux appeler? Vous pouvez appeler un tel. Ok. Est-ce que je peux lui dire que j'appelle de votre part? Très bien. Et là, quand on va appeler une personne qui nous connaît pas en disant, j'ai déjà échangé avec votre collègue, on a plus de chances d'avoir de l'écoute en face, quoi. Ça amorce un peu le truc. Ouais, exactement. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière sur ton parcours, sur ce que tu as fait avant et comment tu as fait pour en être là aujourd'hui? Effectivement, c'était pas forcément un chemin que je m'étais tout tracé. Moi, quand j'étais à Rennes School of Business, j'ai fait un master en marketing. Okay. Je pensais que j'allais faire du marketing, peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas, c'est ce qui m'a un peu lancé sur ma carrière. J'ai travaillé dans des entreprises de l'agroalimentaire à Rennes, mais j'avais toujours, on va dire, un peu cette appétence pour la vente. Parce que à la base, moi, je suis un très grand procrastinateur. Je pense que c'est le problème qui est partagé par pas mal de gens. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour lutter justement un peu sur cette nature qui peut être dommageable par moment, où on peut fonctionner avec des élans de motivation quand on va avoir la pression au niveau des dates et des résultats qui vont être attendus, ce qui est pas toujours très sain et toujours très reposant. Une des façons de lutter un peu contre ça, c'était de travailler dans un poste comme commercial, parce que je peux pas appeler mes clients à 00h30 quand mon cerveau est plein phare à 200 km/h et que j'ai justement envie de travailler à fond. Non, il faut que je me mette un petit peu un cadre en disant j'ai des horaires sur lesquels je vais faire de la prospection, il y a des horaires sur lesquels je vais relancer mes clients, etc. Donc on va dire que c'est un peu des habitudes que j'ai essayé de mettre en place pour pouvoir justement lutter un petit peu contre ce côté un peu procrastinateur et avancer. Et dans le métier de commercial aussi, on a un juge de paye derrière, ça va être aussi les résultats qu'on va fournir. Donc un commercial, on sait très vite s'il est bon ou s'il est pas bon, est-ce qu'il fait des ventes, est-ce qu'il ramène des clients. Ça te permet d'être en phase un petit peu avec ce que tu fais et de très vite pouvoir recadrer ton activité. Si tu vois que tu ramènes pas de clients, c'est qu'il y a un problème quelque part, il faut que tu creuses un peu, que tu remontes la Et donc après ta carrière un peu dans le marketing, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Moi, j'ai travaillé dans une start-up pendant un moment en tant que commercial justement
pour vendre en marque blanche, ça veut dire sans forcément que mon entreprise soit connue des utilisateurs finaux, des espaces clients pour justement les acquéreurs chez les promoteurs immobiliers qui achetaient des appartements sur plan. Donc j'ai travaillé dans cette société pendant une petite année. Malheureusement, je suis arrivé dans un contexte, justement, c'était une start-up qui avait levé des fonds, qui avait pour objectif de croître très rapidement. Mais malheureusement, il y a eu une crise assez importante qui a impacté le secteur de l'immobilier, a fortiori les promoteurs. Et l'aventure s'est finie parce que faute de moyens mis à disposition par mes clients, mais aussi par mon entreprise, ils m'ont remercié en disant voilà, on fait face à une période un peu difficile. Mais ça a été aussi une source d'opportunité parce que j'ai été contacté par un cabinet de recrutement qui a vu que j'avais cette expérience-là justement au contact de promoteurs immobiliers, et ça a fait le fil rouge aujourd'hui dans ma structure Ceranis Consulting, dont une grosse partie des clients sont justement des promoteurs. Donc ils trouvaient ça intéressant que je connaisse un petit peu le milieu, comment ils travaillent, comment ils sont structurés, pour pouvoir leur apporter une autre proposition de valeur justement. Ok, t'avais déjà mis un petit peu un pied dans l'immobilier quelque part, donc après c'était la suite logique pour toi. Tout simplement. Exactement, ouais. Donc, comment ça... Parce que toi, t'es passé un peu du tout au tout. En marketing à commercial, c'est très différent. Quelles ont été les difficultés que t'as rencontrées ? Comment t'as fait pour t'adapter à ce nouvel environnement, à ces nouvelles missions ? L'adaptation entre le marketing et commercial, en fait, elle s'est faite assez naturellement parce que je pense que c'est aussi ce qui m'attirait un petit peu dans le marketing, c'était de répondre à des problématiques clients. C'est vrai que on doit être à un moment donné un peu convaincu, je pense, pour être un bon vendeur. Par son produit un peu. Exactement, ouais, par son produit. Par exemple, si on n'est pas convaincu par ce qu'on vend, que quotidiennement, quand on déroule son pitch, on n'est pas trop vaincu de ce qu'on dit, qu'on a l'impression parfois de faire perdre du temps aux gens, derrière, forcément, ça va se ressentir, ça va être moins impactant, etc. Moi, ce qui me plaisait dans le marketing, c'était justement de pouvoir analyser des données, par exemple sur des comportements clients, sur des résultats de vente, des comportements de consommation, pour pouvoir affiner justement une offre et faire en sorte que ça réponde au plus près des besoins des clients, ou que lorsqu'on cherche à innover justement dans un secteur, ça peut être quelque chose qui soit vraiment utile, soit à la société, que ça puisse avoir un impact social, environnemental, ou du moins là dans le cas de figure chez Ceranis Consulting, je dirais pas que c'est une société à mission, mais j'ai l'impression en tout cas que le temps que je fais passer à mes clients à mes côtés, c'est du temps qui est pas perdu, dans la mesure où parfois on peut leur faire récupérer plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, des choses dont ils n'avaient pas forcément connaissance. Et qu'aurait pu leur échapper, quoi. Donc finalement derrière on leur rend un vrai service. Et tu disais comment est-ce que ça a pu être les difficultés, justement. Je pense que quand on est jeune justement et qu'on se cherche un petit peu, il peut y avoir une affaire de posture. Parce que quand on est commercial, justement, on est en ligne directe avec les clients de l'entreprise. On a un peu les yeux et les oreilles, mais aussi le porte-parole. Quand on est à des jeunes âges, on a parfois des problèmes de légitimité, en se disant la personne en face de moi, elle va pas me prendre au sérieux parce que j'ai pas de poil au menton, ou alors parce qu'il va me dire il travaille dans une start-up, il a un peu le discours j'ai tout vu, j'ai tout fait. Je pense qu'il faut assez rapidement dépasser ces choses-là, en se disant aujourd'hui j'essaye de valoriser le temps de mon client, lui apporter une vraie réponse à ses problématiques et justement essayer de le faire parler. C'est ça aussi qui est important en métier de commercial, c'est essayer de pouvoir bien répartir la parole. On a l'impression qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui va avoir la tchatch, qui va être à l'aise, on va dire en société, etc. C'est pas toujours les meilleurs commerciaux, en fait, ceux qui parlent beaucoup. On va leur dire oui, etc. Mais c'est pas ceux qui vont faire avancer toujours les problèmes des clients, ou qui vont être les plus disponibles ou les plus à l'écoute. Donc ils peuvent passer à côté de pas mal d'informations importantes. Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est que finalement ta carrière dans le marketing avant, ça t'est aussi une aide. En tout cas, ça t'aide encore peut-être aujourd'hui, le côté un peu analytique, etc. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur une autre question que j'avais envie de te poser. C'est quelles sont les qualités d'un bon commercial et quelles sont tes qualités qui font qu'en tout cas ça fonctionne pour toi aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est l'écoute, du coup. Ouais, la base en gros. Ouais, vraiment, mais et l'écoute active en fait, parce que y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, et puis c'est là où toi tu pourras faire une bonne commerciale parce que ça se voit que tu rebondis sur les questions, mais que t'as pas forcément en tête de se dire tiens il est en train de dire tel truc, ça va me brancher sur une autre question.
t'arrives vraiment à t'adapter en direct. Donc, bon point, positif, l'écoute active. Peut-être un futur métier pour moi. Donc, il faut vraiment écouter et poser des questions qui sont ouvertes aussi. Parce que si tu poses des questions, on va te dire oui, non. En fait, très vite, tu vas arriver en bout d'entonnoir et tu vas pas forcément réussir à détecter qui sont les décisionnaires dans l'entreprise, quels sont ses problèmes, comment est-ce que tu peux l'accompagner, quel impact va avoir ta solution sur son quotidien, etc. Donc, c'est vraiment de l'écoute active, une curiosité aussi. Il faut vraiment s'intéresser à ce que fait la personne en face de soi, voir un peu quels sont justement au quotidien ses challenges, comment est-ce qu'on peut l'accompagner justement à faire des choses mieux que ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Donc avoir une curiosité sur pas mal de sujets différents, secteurs d'activité différents, ça peut aussi aider. Et puis finalement la rigueur. Je te parlais du fait que je procrastine beaucoup. Se mettre un cadre, c'est important. Essayer de respecter un petit peu ce tunnel de vente dans les entretiens, dans le discours, savoir justement faire une découverte des besoins. Ça peut être aussi un peu scolaire au début, mais je pense qu'avec l'expérience, on fait les choses de façon un peu plus naturelle. Mais c'est pour pas perdre de vue ses objectifs, notamment commerciaux, et surtout pas faire perdre de temps à la personne qu'on a en face de soi, parce que très vite, ça peut t'arriver de prendre des rendez-vous et te rendre compte que la personne qui est en face de toi, c'est pas le bon interlocuteur, il va pas pouvoir t'aider, et derrière, il va pouvoir t'apporter aucun business. Donc, tous les deux, potentiellement, vous perdez du temps. Donc, c'est complètement OK de dire, je pense qu'il y a erreur de casting, entre guillemets, je vais pas vous faire perdre plus de temps. Par contre, si vous pouvez me dire quelle est la personne chez vous qui pourrait être intéressée par ce service, comme ça, tu passes tout de suite. T'as aussi, on parlait du côté humain que tu peux pas trop maîtriser. Ça peut arriver aussi que les gens soient pas dans des très bonnes dispositions. Oui. Donc il faut aussi parfois casser un rendez-vous entre guillemets. Une personne le matin, elle a eu 2 arrêts maladie, ses employés, son PC il marche pas, elle va être forcément moins à l'écoute de ton discours. Donc essayer justement d'être à l'écoute de tout ça et réagir en conséquence pour se dire c'est pas forcément le bon moment pour qu'on se parle aujourd'hui. Replanifions le rendez-vous. Et faisons en sorte que ça se passe peut-être mieux un autre jour quand vous serez plus disponible. Ouais, en fait, si je comprends bien, il y a un peu le bon timing, la bonne personne. C'est un peu cet ensemble de choses et surtout l'écoute et l'analyse sur le moment. Enfin, en fait, à chaque fois, on s'adapte différemment. Beaucoup d'adaptabilité finalement aussi. Ouais, exactement. Ouais. T'as parfois aussi un facteur chance qu'il faut pas négliger dans cet aspect-là, où tu vas essayer d'appeler 12 fois la même personne, puis un jour, pourquoi, tu vas l'avoir au bout du fil. Elle va être disponible, elle va être à l'écoute. Ou alors elle va être dans de bonnes dispositions et puis ça va te dérouler un peu le tapis rouge pour la suite. Donc c'est ça qui fait aussi un peu le charme du métier, c'est que chaque jour, même si tu essaies de te conduire avec une routine, ne se ressemble pas forcément parce qu'il faut faire face aux imprévus et être un peu agile entre guillemets pour parer à cela. Pour rebondir un petit peu. Exactement. Est-ce que toi, tu te projettes dans l'avenir différemment ? Est-ce que tu imagines autre chose pour plus tard ? Et quelles sont les évolutions de poste de ton métier actuel ? C'est vrai que moi, je recommanderais à tout le monde d'être commercial au moins une fois dans sa vie. Pour plusieurs raisons, parce que déjà t'es en prise avec les clients directement, même si tu veux faire du marketing plus tard, ça te permet d'aborder un peu à 360 comment évolue ton offre de service, elle est perçue, etc. Et puis il y a aussi un autre facteur de motivation, c'est aussi le facteur financier. C'est un métier qui peut aussi rapporter de l'argent. Ouais. Et quand on est dans une jeune carrière, on peut avoir un salaire fixe qui permet de vivre confortablement, mais tu peux aussi avoir un variable qui va être justement calqué sur tes résultats. Donc tu peux vite progresser, entre guillemets, améliorer ton niveau de vie quelque part, parce que c'est toujours une bonne chose, mais aussi montrer au sein de ta structure que tu es quelqu'un d'engagé, de quelqu'un de performant, et ça forcément ça peut te mettre dans de bonnes dispositions auprès de ton management, de ta direction, ta hiérarchie, pour avoir des perspectives d'évolution derrière. Alors attention à ne pas forcément se dire je suis un bon commercial. Tu peux avoir, ce qui est bien dans ce poste-là, une certaine liberté, notamment sur les évolutions, mais aussi sur l'organisation que tu as de ton emploi du temps. Forcément, si tu obtiens les résultats qu'on t'a demandé d'avoir, on va pas trop te poser de questions derrière. Donc tu vas avoir plus de liberté dans comment est-ce que tu temps libre, d'organisation, enfin tu gères ton emploi du temps, quoi. Exactement. Je pense que ce sera reproché à aucun commercial de faire son travail en 100 jours. Voilà, d'avoir atteint ses 100% de ses objectifs en 100 jours au lieu de 365, et puis derrière d'avoir beaucoup de temps libre pour
je sais pas, aller découvrir des nouveaux sujets, ce genre de choses-là. Et les perspectives d'évolution derrière de commercial, ça peut être après aller dans du marketing, c'est tout à fait possible, mais tu peux aussi aller dans de la transmission de ton savoir et pourquoi pas du management. Ok. Donc là, au lieu d'être commercial, toi tout seul dans ton coin, tu vas chapeauter une équipe de commercial et là, au lieu de faire grandir toi ton périmètre, ton chiffre d'affaires, tu vas faire grandir une équipe et puis petit à petit tu peux monter les échelons. Et c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, peut-être, ou pas? Ouais, complètement. Je pense que plus tu prends de l'âge, alors j'ai 33 ans cette année, je suis pas encore, on va dire, j'ai pas encore vu le bout de ma carrière, mais je pense que tu rentres, alors pas tout le monde, mais dans des logiques de transmission de ton savoir. Une fois que tu as justement prouvé ta valeur par tes objectifs que tu as remplis, que tu as pris une posture justement assez confiante, tu as envie aussi après d'en faire profiter les autres et notamment les jeunes générations, même si on a toujours à apprendre soit des générations plus anciennes et des jeunes, parce que aujourd'hui concrètement vous avez à disposition beaucoup d'outils qu'on n'avait pas auparavant pour aller vite, pour aller loin, pour aller tester des idées et faire ça dans votre coin. Alors que nous on pouvait peut-être être limité à certaines époques par des moyens techniques qu'on n'avait pas, par exemple tout ce qui est l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le no-code qui permet d'avoir les résultats du code sans forcément maîtriser le langage de développement, etc. Vous demain vous voulez créer un site internet, avoir une solution de paiement en ligne pour envoyer des produits, c'est tout à fait possible, quoi. Vous pouvez faire pas mal de choses en autonomie et aller tester ces propositions de valeur. Donc, on a des choses à échanger mutuellement entre générations, même si c'est pas une grosse génération qui nous sépare. Et cette posture d'écoute que j'ai aujourd'hui en tant que commercial et qui, ma foi, me sert plutôt bien auprès de mes clients. Si je l'ai aujourd'hui après de personnes que je peux coacher dans mes équipes, ça peut faire en sorte que ça se passe bien après derrière. Ok. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser, en général vers la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu marrante ou quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire en tant que commercial, que tu aimerais bien nous raconter, quelque chose qui sort un peu du cadre, entre guillemets, un peu unframed thinking? Voilà. Ouais, il y a pas mal de choses que j'aurais pas pensé faire dans ce métier-là. Ça peut être, tu vois, des choses très bateaux. Dans ma société, on envoie encore des courriers papier aujourd'hui. Ah bon, ça marche? Ouais, ça marche plutôt bien parce qu'en fait, on a du mal parfois. On a un vrai volet chez Serenis Consulting que j'ai pas trop abordé. C'est un travail d'enquêteur. En fait, quand on parlait de curiosité, pour aller trouver les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, il y a LinkedIn, mais il y a des gens qui n'existent pas sur les réseaux. En fait, c'est surtout les personnes qui sont âgées ou les bénévoles dans une association. Et en fait, parfois, il faut faire ce petit travail d'enquête, d'aller appeler une personne au téléphone en disant voilà, je suis un tel, je vous propose de vérifier vos taxes. Vous faites, mais vous êtes qui? Vous débarquez d'où? Pourquoi vous voulez lui parler? Il faut derrière embarquer les gens un petit peu dans sa démarche. Donc ça peut être un petit peu original, cet aspect-là, enquêteur, et parfois envoyer des courriers papier, parce qu'en fait c'est la seule chose qu'on a. On a une adresse, un bâtiment et aucune information sur qui travaille là-dedans. Et on a étonnamment plutôt des bons retours de ce côté-là. Il y a parfois des gens qui gardent nos courriers pendant plusieurs années. On finit par les avoir au téléphone. On fait ouais, j'ai reçu un courrier de votre part en 2023. Je suis ok pour bosser avec vous. Donc ça peut être un peu déconcertant. Je parlais du fait que j'ai pu travailler avec des couvents. Avec des bonnes sœurs. J'aurais pas pensé mettre les pieds dans un couvent un jour pour leur dire voilà, vous avez un patrimoine immobilier, optimisons les taxes ensemble. C'était assez déconcertant. Fou, parfois aussi, c'est là où on se rend compte que le métier qu'on fait derrière, ça peut avoir un réel impact sur les sociétés avec qui on travaille. On va parfois faire économiser entre guillemets que 8 000 € à une association, et en face on va avoir un trésorier qui va dire non mais c'est vraiment formidable ce que vous avez fait parce que niveau financier c'est un peu compliqué en ce moment, ça va servir à financer tel et tel projet. Et puis un jour on va appeler un client et dire j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ce serait mieux qu'on en parle en face à face. Donc vous prenez votre voiture, vous faites 5 heures de route, vous avez 2 feuilles A4 et vous dites voilà, grâce à ce courrier vous allez récupérer 450 000 € peut-être. Puis la personne en face vous regarde et fait ok, c'est cool. Il n'y a pas de réaction. Il va y avoir un peu une absence de... Bon, c'est pas qu'on est déçu, entre guillemets. On peut comprendre que
peut-être dans le quotidien de la personne en face, si c'est pas directement ses moyens financiers, ça va pas l'impacter énormément, sauf que son entreprise va prospérer entre guillemets. Mais des fois, il y a un peu cet effet, on est très content pour le client, on a beaucoup travaillé, on lui apporte des résultats, puis en fait, on dit c'est chouette. Parce que comme on nous attend pas forcément au tournant, nous on maîtrise, on a beaucoup de paramètres qu'on maîtrise pas, et puis il y a rien qui garantit en fait que notre travail va générer des économies. Le jour où ça arrive, il y a des gens qui sont très contents, puis il y a des gens qui disent c'est sympa. Et puis c'est tout quoi. C'est tout. Bon écoute, merci beaucoup Quentin d'être venu, de nous avoir partagé ton expérience. Voilà, c'était super intéressant. Et avec plaisir. Partagez. Merci.